Mon fils cadet, qui est pilote, m'a appelé. « Maman, il se passe quelque chose d'étrange. Est-ce que ma belle-sœur est à la maison ?»« Oui, » ai-je répondu. « Elle est sous la douche. » Sa voix est devenue un murmure. « C'est impossible. J'ai son passeport dans les mains. Elle vient d'embarquer sur mon vol pour la France. » À cet instant précis, j'ai entendu des pas derrière moi. Si vous regardez cette vidéo, merci de liker, de vous abonner à la chaîne et de me dire en commentaire d'où vous suivez mon histoire de vengeance. Je veux savoir jusqu'où elle est parvenue. Ce matin, comme tous les autres, je me dépêchais de faire la vaisselle après le petit déjeuner. Mon fils aîné, Steven, était parti tôt au travail, laissant la maison silencieuse. Son fils, mon petit-fils Matthew, ce petit coquin malin de 7 ans, avait déjà été récupéré par le bus scolaire. Et Araceli, ma belle-fille, la femme de Steven, venait de monter à l'étage. Sa voix douce est descendue jusqu'à moi. « Maman, je vais prendre une douche rapide. »« D'accord. » Ai-je hoché la tête en souriant. J'avais à peine rangé la dernière assiette quand le téléphone fixe a sonné. J'ai séché mes mains sur mon tablier et me suis dépêchée de répondre. La voix joyeuse et jeune de mon fils cadet, Yvonne, a rempli la ligne. « Maman, je voulais juste te saluer. J'avais un peu de temps libre pendant une escale à l'aéroport. » Entendre sa voix était comme une étreinte chaleureuse. Yvonne est ma fierté, un jeune copilote toujours en mouvement, vivant le rêve d'enfant qu'il avait de conquérir le ciel. J'ai souri et lui ai posé quelques questions sur son vol, sur comment il allait. Il a ri de bon cœur et a dit que tout allait bien, que le travail se passait sans problème. Mais soudain, son ton a changé, comme s'il hésitait à dire quelque chose. « Dis maman, il s'est passé quelque chose de vraiment bizarre. Ma belle-sœur est à la maison. » J'étais perplexe. J'ai regardé vers les escaliers où j'entendais encore l'eau couler dans la salle de bain. Bien sûr qu'elle y est, mon chéri. Araceli est en haut en train de prendre sa douche. Ai-je répondu, absolument certaine. Araceli m'avait parlé il y a moins de 10 minutes et elle portait ce chemisier blanc qu'elle mettait toujours à la maison. Comment pouvais-je me tromper? Mais à l'autre bout du fil, Yvonne est resté silencieux un long moment, si longtemps que je pouvais entendre sa respiration. Puis sa voix est devenue très sérieuse, pleine d'étonnement. « Maman, c'est impossible, parce que j'ai son passeport ici même, dans ma main. Elle vient de monter dans mon avion en direction de la France. » J'ai ri pensant qu'il devait se tromper. « Oh, mon chéri, tu as du mal voir. Je viens de voir Araceli. Elle m'a même dit qu'elle allait prendre une douche. » J'ai essayé d'expliquer calmement pour le rassurer, mais il n'a pas ri. Il ne m'a pas répondu comme il le faisait toujours. Il m'a dit d'une voix lente, comme s'il essayait de mettre de l'ordre dans l'histoire dans sa tête, qu'après l'embarquement de tous les passagers, il était sorti chercher des papiers qu'il avait oubliés et avait accidentellement trouvé un passeport près de la porte d'embarquement. D'abord, il a pensé le donner au personnel de l'aéroport, mais quand il l'a ouvert pour voir à qui il appartenait, il s'est figé. La photo était celle d'Araceli.
Son nom était là, clair comme le jour. Impossible de se tromper. Mon cœur a commencé à battre plus vite. Mais j'ai essayé de rester calme. « Tu es sûr, Ivan? Ce passeport pourrait appartenir à quelqu'un d'autre, » ai-je dit, même si une petite épine d'inquiétude m'avait déjà piqué. Ivan a soupiré, et sa voix était maintenant un mélange de perplexité et de fermeté. « Maman, je viens de descendre dans la cabine passager pour vérifier si c'était elle. Elle est assise en première classe à côté d'un homme qui a l'air très riche et élégant. Ils parlaient de très près, comme s'ils étaient un couple. Les mots d'Ivan ont été comme un coup de poignard. Je suis restée figée, agrippant le combiné du téléphone. Ma tête tournait. Un couple, impossible. Je venais d'entendre la voix d'Araceli à l'étage. Je venais de la voir en chair et en os dans cette même maison. Mais à ce moment précis, le bruit de l'eau dans la salle de bain s'est arrêté. J'ai entendu la porte de la chambre s'ouvrir et la voix d'Araceli est descendue des escaliers. Elle était douce, mais assez forte pour me faire sursauter. « Maman, qui est-ce » J'ai paniqué. Mon cœur battait si fort que j'avais l'impression qu'il allait sortir de ma poitrine. « Juste une amie », ai-je répondu rapidement, la voix tremblante. Et je me suis dépêchée d'aller dans le salon pour éviter le regard d'Araceli, alors qu'elle passait la tête depuis les escaliers, les cheveux encore trempés. J'ai fermé la porte et chuchoté dans le téléphone, essayant de ne pas montrer ma nervosité. « Ivan, je viens d'entendre Araceli. Elle est là. Elle vient de finir sa douche. Tu es sûr que tu ne t'es pas trompé ?» De l'autre côté, Ivan est redevenu silencieux. Puis sa voix est devenue plus dure. « Maman, c'est impossible. Je l'ai juste en face de moi dans cet avion. Je la regarde en ce moment même. » J'étais sans voix, l'esprit vide. J'ai raccroché le téléphone. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli laisser tomber le combiné. Le salon m'a soudainement semblé étouffant, même si le soleil brillait dehors. Je me suis effondrée sur le canapé, essayant de prendre une profonde inspiration. Mais ma poitrine était lourde d'une question sans réponse. Si Araceli était ici, qui était la femme dans l'avion d'Ivan? Et si la femme dans l'avion était Araceli, qui était la personne dans ma maison? Quelques minutes plus tard, Araceli est descendue à la cuisine. Elle portait une robe bleu clair propre, les cheveux encore humides. Et elle souriait avec la même douceur que toujours. « Maman, je vais au marché tôt, aujourd'hui. Tu veux que je te prenne des légumes ou autre chose ?» Sa voix était gentille, familière, comme si rien d'étrange ne se passait. Je l'ai regardée, essayant de forcer un sourire. Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de porter des pierres. « Oui, ma chérie, apporte des tomates, s'il te plaît. » ai-je répondu, la gorge sèche. Araceli a hoché la tête. Elle a pris son panier en osier et est sortie de la maison. Sa silhouette a disparu derrière le portail. Je suis restée là à la regarder partir, une tornade dans mon âme. Je ne croyais pas qu'Ivan me mentait. Mon fils n'avait aucune raison d'inventer une histoire pareille. Il avait toujours été un garçon honnête, très sensible et affectueux avec sa famille. Mais Araceli, la belle fille avec qui j'avais vécu pendant tant d'années, était aussi devant moi, en chair et en os. Incontestable. Je me suis demandé
Y a-t-il quelque chose que j'ai manqué? Y a-t-il un secret dans cette maison que moi, une vieille femme, n'ai jamais remarqué? Je me suis assise en silence dans le salon, alors que le soleil de midi filtrait à travers les rideaux, projetant de faibles bandes de lumière sur le sol carrelé. Le vieux fauteuil où je m'assois toujours pour tricoter ou lire des histoires à Matthew semblait aussi plus lourd maintenant. L'appel d'Ivan résonnait sans cesse dans ma tête. Chacun de ces mots était comme un coup de marteau sur mon cœur. J'ai regardé autour de la pièce où les photos de famille étaient accrochées. Steven et Araceli, le jour de leur mariage, Matthew nouveau-né, et le sourire radieux d'Yvonne lorsqu'il a enfilé pour la première fois son uniforme de pilote. Tous ces souvenirs semblaient maintenant couverts d'un brouillard, flou et plein de doutes. Mon nom est Stella Brooks, une veuve de 65 ans qui vit dans un quartier tranquille de la classe moyenne à Phoenix, en Arizona. Mon mari, Raphaël, est décédé il y a 10 ans, me laissant avec les 2 fils que j'aime plus que ma propre vie. Steven l'aîné est un architecte travailleur, toujours plongé dans ses plans et ses projets. Yvonne, le plus jeune, est ma fierté pour avoir réalisé son rêve de devenir pilote. Ma vie tourne autour de la petite famille de Steven, ma belle-fille, Araceli, et mon petit-fils Matthew. Et des jours paisibles dans cette maison. Araceli, ma belle-fille, a toujours été le modèle parfait à mes yeux. Elle était belle, travailleuse, toujours impeccable, de sa façon de s'habiller à la manière dont elle s'occupait de Matthew. Je me souviens encore du jour de leur mariage, une grande fête organisée dans le jardin de la maison de ses parents. Même si la famille d'Araceli n'était pas riche, ils ont fait de leur mieux pour que tout soit parfait. Araceli est entrée dans ma maison avec un sourire confiant et un regard brillant, comme si elle était née pour être une femme et une mère merveilleuse. Je pensais souvent à la chance que j'avais d'avoir une belle fille comme elle. Après qu'Araceli soit partie au marché, je suis restée assise, agrippant inconsciemment le bord de la nappe. L'appel d'Yvonne m'a fait réexaminer de petits détails qui m'avaient semblé normaux auparavant. Il y avait des jours où Araceli quittait la maison en disant qu'elle allait au marché ou voir une amie. Mais quand elle revenait, elle semblait être une personne différente. Un jour, elle était toute douceur, serrant Matthew dans ses bras et lui chantant des chansons pour l'endormir. Mais d'autres jours, elle était de mauvaise humeur et me criait dessus simplement parce que j'avais oublié de remettre la salière à sa place. Je pensais que c'était juste les sautes d'humeur d'une jeune femme. Mais maintenant, je n'en étais plus si sûre. Mon cœur était noué, comme si quelqu'un s'amusait avec tous les souvenirs que j'avais chéris si longtemps. Je me souviens qu'une fois, il y a quelques mois, Araceli a pris un stylo pour écrire la liste de courses de la main droite. Son écriture était très droite et soignée. Mais le lendemain, je l'ai vue utiliser sa main gauche et elle écrivait avec plus de fioriture, comme si elle n'en avait pas l'habitude. Je lui ai demandé « Depuis quand écris-tu de l'autre main, ma chérie ?» Elle a ri et a rapidement répondu « Oh, juste pour m'amuser, maman. Je m'entraîne. » J'ai hoché la tête sans y penser davantage. Mais maintenant, ce détail était devenu une écharde dans mon esprit.
J'étais perdue dans mes pensées quand j'ai entendu la porte s'ouvrir. Matthew est entré en courant, son sac à dos rebondissant sur son dos. Il m'a serré fort dans ses bras, disant de sa petite voix chantante: « Mamie, la maîtresse m'a félicité aujourd'hui parce que j'ai très bien dessiné. » J'ai caressé sa tête, essayant de sourire, mais je sentais toujours un poids sur ma poitrine. Matthew s'est assis et a sorti son cahier pour me le montrer. « Regarde, mamie. Hier, maman m'a aidé à faire mes devoirs avec sa main droite. Et son écriture, j'étais si jolie. Mais aujourd'hui, elle a écrit avec sa gauche. Et c'est sorti plus moche. » Le garçon a montré 2 pages du cahier, l'une avec des lettres bien formées et l'autre avec des lettres tordues. J'ai regardé l'écriture et mon cœur s'est serré. Ta maman devait être occupée aujourd'hui. Elle était probablement fatiguée. C'est pour ça qu'elle a écrit comme ça, ai-je dit, essayant de cacher ma confusion. Mais Matthew a levé les yeux avec son regard innocent. « Mamie, ma maman est si bizarre. Certains jours, elle me serre très, très fort dans ses bras. Mais d'autres jours, elle ne me regarde même pas. » Les mots de mon petit-fils ont été un autre coup de poignard. Je l'ai serré dans mes bras, essayant de le réconforter. Mais dans ma tête, tout commençait à s'emmêler. Juste à ce moment-là, la sonnette a retenti. Je me suis levée, j'ai ouvert la porte et j'ai vu Madame Collins, ma bonne voisine, debout avec l'assiette qu'Araceli lui avait apportée la veille. Elle a souri, avec son sourire aimable habituel, mais il y avait de la curiosité dans ses yeux. « Stella, votre belle-fille est si gentille, mais hier j'ai remarqué qu'elle m'a donné l'assiette de la main gauche. Et vous m'aviez dit qu'elle était droitière, n'est-ce pas? C'est étrange. Ou peut-être qu'elle utilise les 2 mains. » J'ai forcé un sourire et répondu: « Peut-être bien, Hélène. Voulez-vous entrer pour prendre un thé? » Elle a hoché la tête et est entrée. Mais son commentaire était comme une épine plantée en moi. Ce n'était pas seulement moi. Même les voisins avaient remarqué la différence. Je lui ai servi du thé. Et nous avons parlé de tout. Et de rien. Mais dès qu'elle est partie, je me suis affalée sur le canapé, la main sur la poitrine. Je me sentais glacée, comme si le monde s'écroulait sur moi. Cet après-midi-là, je suis sortie dans le jardin avec l'arrosoir, essayant de laisser l'eau tomber doucement sur les marguerites que j'entretenais depuis des années. Le soleil commençait à se coucher. Les ombres des arbres s'étiraient dans la cour, mais mon âme ne trouvait pas la paix. Les mots de Matthew, de Madame Collins et la voix ferme d'Yvonne au téléphone continuaient de tourner dans ma tête, comme des cailloux jetés dans un lac calme, créant des ondulations qui ne s'arrêtaient pas. J'arrosais les plantes, mais mon esprit n'était pas là. Je me suis demandé, suis-je trop vieille maintenant pour remarquer les choses étranges qui se passent dans ma propre maison? Ou ai-je fermé les yeux exprès, voulant croire en la famille heureuse dont j'ai toujours rêvé? Araceli est revenue du marché, portant son panier en osier. Mais ce qui a attiré mon attention, c'est qu'elle le tenait de la main gauche. Je me souvenais parfaitement qu'Araceli utilisait toujours sa main droite. De la façon dont elle tenait le couteau pour hacher les légumes,
à la façon dont elle coiffait les cheveux de Matthew. Je suis restée là à la regarder poser le panier sur la table de la cuisine. Et je lui ai demandé à voix basse « Qu'as-tu acheté, Araceli ?» Ma voix essayait de paraître naturelle, mais à l'intérieur, une vague de suspicion grandissait. Elle a souri et a répondu très poliment « J'ai pris des tomates, de la coriandre et du poisson frais. Maman, je vais faire le poisson rôti que tu aimes tant ce soir. Ça te va ?» Sa voix était douce comme toujours. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer ses mains. La gauche? Non, la droite. J'ai hoché la tête et me suis détournée, faisant semblant de nettoyer la table. Mais mon cœur battait la chamade. Est-ce que j'imaginais des choses? Ou ces petits détails essayaient-ils de me dire quelque chose? À l'heure du dîner, toute la famille s'est réunie à table. Steven était fatigué après une longue journée de travail. Mais il a quand même souri à Matthew et lui a demandé comment s'était passée l'école. Araceli mangeait lentement, délicatement, et s'est même tournée vers Steven pour lui rappeler « Chérie, la réunion parents-professeurs est la semaine prochaine. Alors assure-toi de prendre ta journée. » Je l'ai regardée, essayant de retrouver la belle fille dont j'étais si fière. Mais dans ma tête, la voix d'Yvonne résonnait sans cesse. Elle est assise en première classe à côté d'un homme. Je me suis mordu la lèvre, essayant d'avaler l'angoisse. Mais c'était comme une pierre coincée dans ma gorge. Seulement 3 jours plus tard, tout était différent. Matthew a renversé un verre d'eau pendant le dîner et le lot a éclaboussé toute la nappe. J'ai rapidement attrapé un chiffon pour nettoyer en riant. « Ce n'est pas grave, mon chéri. Fais juste plus attention. » Mais Araceli, assise en face de lui, a soudainement froncé les sourcils et a dit d'une voix sèche « Matthew, pourquoi es-tu si maladroit? Fais plus attention. » J'étais stupéfaite regardant Steven. Il a aussi froncé les sourcils et a dit à voix basse « Araceli, c'était un accident. C'est tout. » Elle s'est tournée avec une étincelle de colère dans les yeux. « Tu le défends toujours, et je finis par passer pour la méchante de la maison. » L'atmosphère à table est devenue lourde. Matthew a baissé la tête, les yeux pleins de larmes. Je l'ai serré dans mes bras, ressentant une profonde douleur. Il y a quelques jours à peine, Araceli lui avait rappelé avec amour l'école. Et maintenant, elle semblait être une personne complètement différente. Je me suis assise à côté d'elle, observant en silence, essayant de rassembler les pièces dans ma tête. Aujourd'hui, elle était irritable. L'autre jour, elle était si douce. Aujourd'hui, elle utilisait sa main gauche. L'autre jour, sa droite. Ces petites différences, une par une, s'accumulaient dans mon esprit comme les pièces d'un puzzle que je ne pouvais toujours pas voir complètement. Je me suis dit que je devais me calmer. Mais chaque fois que je regardais Araceli, je voyais une étrangère, comme si elle n'était pas la belle fille avec qui j'avais vécu pendant tant d'années. Quelques jours plus tard, j'ai emmené Matthew à l'école. Il me tenait la main alors que nous marchions dans la même vieille rue pavée. Soudain, il s'est arrêté, m'a regardé et a dit d'une voix triste « Mamie, hier ma maman m'a appris à écrire et elle était si patiente.
Son écriture était si jolie. Mais aujourd'hui, elle n'a même pas voulu regarder mes devoirs. Elle m'a dit de les faire tout seul. Je me suis agenouillée pour regarder dans ses yeux clairs et j'ai senti mon cœur se briser. Ta maman était occupée, mon chéri. Ne sois pas triste. Et je dis, mais ma voix tremblait. Matthew a hoché la tête, mais son regard était toujours plein de déception. Je l'ai serré dans mes bras, ressentant un immense sentiment d'impuissance. Il n'a que 7 ans. Comment était-il censé comprendre quelque chose que je ne pouvais pas comprendre moi-même? Ce soir-là, nous nous sommes de nouveau assis pour dîner. Soudain, Araceli a sorti un petit carnet de son sac et a commencé à écrire quelque chose de la main gauche. Steven, qui se servait à manger, a soudainement ri. « Hé, depuis quand écris-tu de la main gauche? Ça y a l'air si étrange. » Araceli s'est arrêtée net, avec un sourire forcé sur les lèvres. « Oh, juste pour expérimenter, chérie. » Oh, point. Elle a rapidement rangé le carnet dans son sac, mais j'ai remarqué un éclair de panique dans ses yeux. Steven a secoué la tête et n'a rien dit de plus, mais je savais qu'il avait aussi remarqué quelque chose d'étrange. Je suis restée assise là, agrippant ma cuillère, essayant de garder un verre impassible. Mais à l'intérieur, les doutes grandissaient comme un feu lent. Un matin, j'ai pris un pot à épices vide et j'ai traversé la même vieille rue, pavée pour aller chez Madame Collins. Araceli l'avait emprunté il y a quelques semaines, disant que c'était pour faire le chili qu'elle aimait tant. J'ai frappé à la porte et Madame Collins a ouvert avec son sourire aimable habituel. « Stella, entrez. Laissez-moi vous faire un café. » A-t-elle dit, un chiffon encore à la main. Je lui ai donné le pot, pensant la remercier et partir. Mais elle m'a fait asseoir sur une chaise en bois dans sa cuisine. L'atmosphère restait chaleureuse. Ça sentait le café torréfié. Mais je ne pouvais pas me détendre. Madame Collins m'a regardée, avec des yeux pleins de doute, et a baissé la voix. « Stella, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas de ce que je vais dire. La personnalité de votre belle-fille a-t-elle changé? Un jour, elle me salue si joyeusement, et me demande même des nouvelles de mes enfants. Mais hier, elle est passée par ici. Je lui ai fait un signe de la main et elle ne m'a même pas reconnue, comme si elle ne me connaissait pas. » Les mots de Madame Collins ont été une autre pierre dans le lac, troublé de mon cœur. J'ai forcé un sourire et répondu. « Elle devait être pressée, Hélène. Vous savez comment sont les jeunes de nos jours. » Mais à l'intérieur, j'étais un désastre. Je savais que Madame Collins ne parlait pas pour rien dire. C'est une personne très sensible qui fait toujours attention aux détails. Si même elle avait remarqué à quel point Araceli était étrange, alors mes soupçons n'étaient plus seulement le fruit de mon imagination. Je suis restée un peu plus longtemps. J'ai bu une gorgée du café maintenant froid. Et j'ai dit au revoir, le cœur lourd. Sur le chemin du retour, je suis passée devant la boulangerie de Monsieur Johnson où j'achetais toujours du pain sucré pour Matthew. Monsieur Johnson était au comptoir et quand il m'a vue, il a souri. « Madame Brooks, que puis-je servir au petit champion aujourd'hui ?» J'ai demandé quelques pâtisseries et il a soudainement demandé « Vous êtes la mère de Steven, n'est-ce pas ?»
Sa femme est venue l'autre jour. Si gentille. Elle m'a même dit à quel point mon pain était délicieux. Mais ce matin, elle est revenue avec une mine renfrognée. Elle a acheté le pain et n'a même pas dit merci. Elle est juste partie. Je me suis figée, agrippant la poignée de mon sac à main. Elle devait être fatiguée, Joe. Ai-je répondu, la voix tremblante. Je l'ai remerciée rapidement et je suis partie. Les mots de M. Johnson ont été un autre couteau, coupant plus profondément dans les doutes qui grandissaient en moi. Quand je suis rentrée à la maison, je me suis fait un thé et je me suis assise sur le porche. Le vent soufflait doucement, transportant le parfum des marguerites du jardin. J'ai regardé vers la rue qui menait au marché, où Araceli marchait toujours. Soudain, je l'ai vue revenir, portant son sac de course, mais elle m'a salué d'une voix sèche. « Bon après-midi, maman. » Pas de sourire, pas de joie comme hier quand elle se vantait d'avoir fait une bonne affaire sur la coriandre. J'ai hoché la tête et répondu à voix basse. « Tu es déjà de retour. » Mais à l'intérieur, je ne pouvais pas m'empêcher de l'observer de plus près. Le chemisier qu'elle portait aujourd'hui était bleu marine, différent du chemisier blanc qu'elle avait en partant. J'ai essayé de lui demander d'une voix douce. « Pourquoi as-tu changé de chemisier ?» Araceli a fait une pause d'une seconde, puis a rapidement répondu. « Oh, je me suis tachée et j'ai dû me changer. » Elle a souri à moitié et s'est dépêchée d'aller à la cuisine. Je suis restée là avec la tasse de thé dans mes mains, sentant comme si un rocher m'écrasait la poitrine. Les mots de Madame Collins, de Monsieur Johnson et la façon dont Araceli m'a répondu, tout m'a forcé à arrêter d'ignorer les choses. Ce soir-là, nous dînions tous. Matthew parlait de l'école avec sa petite voix joyeuse, mais j'ai remarqué qu'Araceli hochait seulement la tête sans lui répondre, contrairement à d'autres fois. Quand Steven a demandé « As-tu fini de manger pour que ta mère puisse débarrasser les assiettes ?» Mais tu sais quoi, Matt s'est soudainement tourné vers moi et a dit innocemment « Mamie, oh, ma maman ne m'a pas chanté de berceuse pour m'endormir. Mais hier, elle a chanté cette chanson, Cielito lindo, que tu me chantes toujours. Et c'était si beau. » J'ai regardé Araceli, qui se servait à manger sans réagir. Mais les mots de Matthew étaient comme une aiguille dans mon cœur. Cette berceuse, ce Cielito lindo, que je chantais à Steven et Ivan. Seule Araceli et moi la connaissions dans cette maison. Alors pourquoi l'a-t-elle chantée hier et pas aujourd'hui? Pourquoi a-t-elle changé si rapidement? Je me suis levée pour débarrasser les assiettes, mais mon esprit n'était plus là. Je me suis souvenue des fois où Araceli quittait la maison en disant qu'elle allait voir une amie, mais revenait avec un regard étrange. Un jour, elle a apporté un bouquet de fleurs fraîches, disant qu'une amie le lui avait donné. Mais un autre jour, elle s'est fâchée quand je lui ai demandé « Où es-tu allé aujourd'hui pour rentrer si tard ?» Je pensais que c'était des choses sans importance. Mais maintenant, elles semblaient être les pièces d'un secret beaucoup plus grand. Je ne voulais pas croire qu'Araceli me cachait quelque chose. Mais chaque mot, chaque geste de sa part me faisait douter. Ce soir-là, après avoir nettoyé la cuisine, je me suis assise à la table de la salle à manger
et j'ai sorti un vieux carnet d'un tiroir. Ma main tremblait en écrivant la première ligne. 15 heures. Araceli part pour le marché. Revient à 18 heures, portant un chemisier bleu. Attitude irritable. Je ne savais pas ce que je faisais, mais je savais que je ne pouvais pas continuer à prétendre que rien ne se passait. J'ai continué à écrire. Hier, elle a chanté pour endormir Matthew. Tendre. Aujourd'hui, elle a été froide, n'a pas chanté. Chaque mot était un trait lourd, comme si je gravais mes soupçons dans la réalité. Mon vieux carnet était maintenant plein de notes sur Araceli. Chaque ligne était un morceau de mon doute, comme si je peignais un tableau que je n'osais pas regarder. Je me suis assise dans la cuisine, regardant le carnet, le cœur lourd. Je ne pouvais plus garder toutes ces pensées pour moi. Elles étaient comme des vagues qui montaient et descendaient, me laissant seule dans ma confusion. J'avais besoin de parler à quelqu'un qui me comprendrait, qui ne me jugerait pas, qui ne tirerait pas de conclusions hâtives. J'ai immédiatement pensé à Carole, ma meilleure amie, qui est avec moi depuis notre jeunesse. Quand nous nous asseyons pour tricoter sous un arbre et nous raconter nos vies. J'ai pris le téléphone, la voix tremblante. « Carole, es-tu libre cet après-midi? Allons au café du coin. J'ai besoin de parler. » Carole a accepté instantanément, sa voix aussi chaleureuse que jamais. « Stella, je savais que quelque chose n'allait pas. Attends-moi, j'arrive. » J'ai ressenti un peu de soulagement, mais l'inquiétude me pesait toujours. J'ai mis mon vieux châle et j'ai quitté la maison pour le petit café du coin, où Carole et moi avions partagé tant de joie et de peine. L'endroit était le même, avec ses tables en bois sombre et cette délicieuse odeur de café fraîchement torréfié. J'ai choisi une table dans un coin où la lumière était tamisée pour que personne n'entende notre conversation. Je me suis assise là, serrant la tasse de café chaud, mais avec l'âme froide. Je me demandais comment j'allais lui parler de tous ces soupçons. Comment allais-je oser admettre que je doutais de ma propre belle-fille? Carole est arrivée, portant un pull léger et un sac de légumes tâte frais. Elle s'est assise et m'a regardé droit dans les yeux, avec ce regard perçant mais affectueux. « Stella, rien qu'en regardant ton visage, je sais que quelque chose de grave ne va pas. Allez, dis-moi tout. Qu'est-ce qui te préoccupe tant? » J'ai pris une profonde inspiration, essayant de ne pas laisser ma voix se briser, mais chaque mot restait coincé dans ma gorge. Je lui ai tout raconté en résumé. L'appel d'Yvan de l'aéroport, le passeport d'Araceli, la femme identique à elle dans l'avion, et tous les petits détails que j'avais notés, de la façon dont elle changeait de main pour écrire à ses sautes d'humeur du jour au lendemain. J'ai sorti le carnet de mon sac et le lui ai tendu. « Regarde, j'ai tout noté ici. Je ne sais pas si j'imagine des choses, mais je ne peux plus être une idiote. » Carole a feuilleté les pages en fronçant les sourcils. Elle a lu lentement mon écriture tremblante. « Tu as tout remarqué, Stella, » a-t-elle dit d'une voix sérieuse. Chaque fois qu'elle part et revient, c'est comme si c'était une autre personne. Qu'est-ce que tu penses que c'est? J'ai secoué la tête, agrippant la tasse de café. Je ne sais pas, Carole. Je sais juste que j'ai peur. Peur qu'Araceli cache quelque chose.
peur que ma famille se brise si je creuse plus profondément. Mais je ne peux pas m'arrêter. Je dois connaître la vérité. Pour Steven, pour Matthew. Carole a posé sa tasse sur la table et m'a regardée avec détermination. On ne trompe pas facilement une femme, Stella. Que te dit ton instinct? Je suis sûre qu'il se passe quelque chose de louche ici. Tu dois aller au fond des choses. Oui, et ma voix est devenue un murmure. Mais si je la juge mal, et si je blesse Steven? Carole m'a interrompu fermement. Fais confiance à ton instinct. Si tu ne découvres pas la vérité, tu vivras toujours avec le doute. Et tu ne pourras pas protéger Matthew ou Steven. Juste à ce moment-là, Pam Jenkins, la dame qui vend des légumes au marché et que je connais, est entrée dans le café. Elle m'a reconnue et a souri. Madame Brooks, quelle coïncidence. La semaine dernière, j'ai vu votre belle-fille au marché. Elle était si gentille. Elle a même acheté un bouquet de coriandre supplémentaire pour cuisiner. Mais ce matin, elle est revenue, l'air si sérieux. Elle n'a même pas dit bonjour. Elle a acheté ses légumes et est partie. Quelque chose ne va pas avec votre belle-fille? J'ai forcé un sourire et répondu « Elle doit être fatiguée, Marie. » Mais à l'intérieur, j'avais l'impression de me noyer. Une autre personne qui avait remarqué à quel point Araceli était étrange. J'ai remercié Madame Jenkins, les regardé partir et me suis retournée vers Carole. La panique se reflétait dans mes yeux. Carole a pris ma main et sa voix s'est adoucie. « Tu vois, Stella, ce n'est pas seulement toi. Même les voisins le remarquent. Ne te mens plus à toi-même. Continue à tout noter. Et s'il le faut, tu devras la suivre. Pas pour lui faire du mal, mais pour protéger ta famille. » J'ai hoché la tête, mais mon cœur s'est serré. Je savais que Carole avait raison. Mais l'idée de suivre ma propre belle-fille me donnait l'impression de trahir ma famille. J'avais passé toute ma vie à prendre soin de ce foyer. Et maintenant, je devais faire quelque chose que je n'avais jamais imaginé. Enquêter sur l'un des miens. Cet après-midi-là, je suis rentrée à la maison, la tête toujours en désordre. Araceli a quitté la maison, portant son panier rouge familier. « Maman, je vais au marché un petit moment », a-t-elle dit d'une voix douce. J'ai hoché la tête, mais dès qu'elle a disparu derrière le portail, j'ai ouvert mon carnet et j'ai écrit. 15 heures, Araceli part pour le marché, portant un panier rouge. Attitude normale. Je suis restée là à regarder l'horloge, comptant chaque minute. À 18 heures, Araceli est revenue, mais le panier qu'elle tenait à la main était maintenant bleu. J'ai été surprise et je lui ai demandé « As-tu changé de panier ?» Elle a souri et a rapidement répondu « Oui, l'autre s'est cassé et une amie m'a prêté celui-ci. » J'ai hoché la tête, mais mes mains tremblaient en ajoutant au carnet. Retour à Dior, portant un panier bleu, voix un peu précipitée. Mes notes s'accumulaient. Chaque ligne était un pas de plus vers la vérité, mais aussi un pas de plus loin de l'image de la vieille mère qui ne sait qu'aimer et faire confiance. Le week-end,
Steven est parti tôt pour faire des heures supplémentaires. Et Matthew était à une activité scolaire, laissant la maison silencieuse, juste pour Araceli et moi. Je nettoyais la table de la salle à manger, essayant de m'occuper pour chasser les doutes qui me rongeaient. Mais alors, Araceli est descendue de sa chambre dans une robe à fleurs jaunes pâles, l'air aussi frais qu'à ses premiers jours de mariage. « Maman, je vais au marché un petit moment », a-t-elle dit d'une voix douce. Elle a pris son panier en osier habituel et est partie. J'ai hoché la tête en souriant, mais à l'intérieur, une voix insistait. « Suis-la, Stella, va trouver la vérité. » Je n'ai pas réfléchi à 2 fois. J'ai pris mon vieux châle, l'ai mis sur ma tête pour couvrir un peu mon visage et j'ai quitté la maison en silence, gardant une distance de sécurité derrière Araceli. Le soleil était chaud, la sueur trempait mon dos, mais je m'en fichais. Je voulais juste savoir où elle allait vraiment, ce qu'elle faisait. Araceli a marché rapidement dans la rue pavée qui menait au marché. Mais soudain, au lieu de tourner à droite comme toujours, elle a tourné à gauche dans une ruelle derrière un quartier populaire. Les maisons étaient vieilles, entassées les unes contre les autres, avec de la peinture écaillée et des toits en tôle rouillée. J'ai ralenti, le cœur battant, essayant de me cacher derrière des vélos garés sur le trottoir. Araceli n'a pas regardé en arrière. Elle a continué à marcher. Elle est entrée dans une ruelle encore plus étroite, où la lumière du soleil atteignait à peine. Je me suis cachée derrière un garage, où un homme se concentrait sur le serrage d'écrou. J'ai vu Araceli s'arrêter devant une vieille porte en bois, frapper doucement, puis entrer et disparaître. Je suis restée là, la respiration saccadée, la tête qui tournait. Que faisait ma belle-fille là-bas? Ce n'était pas le marché ni la maison d'un de ses amis qu'elle avait mentionné. Je voulais m'approcher, frapper à la porte et lui demander directement. Mais mes pieds semblaient cloués au sol. J'avais peur de la vérité, peur que ce que j'étais sur le point de découvrir ne brise tout. Finalement, j'ai fait demi-tour et je suis rentrée à la maison, pleine de questions, chaque pas plus lourd que le précédent. J'avais à peine poussé le portail que je me suis figée. Araceli était debout dans la cuisine, hachant des légumes avec un chemisier blanc, complètement différent de la robe à fleurs avec laquelle elle était partie. Elle fronçait les sourcils et me regardait avec des yeux froids et perçants. « Où es-tu allée, maman? Pour ne rentrer que maintenant. » Je suis restée figée, la bouche sèche, incapable de dire un mot. Il y a quelques minutes à peine, je l'avais vue entrer dans cette ruelle en robe jaune. Comment avait-elle pu rentrer si vite? Et ce chemisier? J'ai bafouillé. Je suis juste allée me promener, c'est tout. Araceli a hoché la tête sans rien dire de plus, mais son regard m'a donné un frisson dans le dos. Je suis montée dans ma chambre en faisant semblant de chercher quelque chose. Mais en réalité, c'était pour échapper à ce regard, pour calmer mon cœur qui battait follement dans ma poitrine. Ce soir-là, j'étais assise en train de tricoter quand Matthew a couru dans ma chambre, les joues rouges d'avoir joué dans la cour. Il a serré mes jambes en sanglotant. « Mamie !» Ma maman m'a crié dessus juste parce que j'ai fait tomber un crayon.
pas comme hier. Hier, elle était si gentille. Elle m'a même serrée dans ses bras. J'ai pris Matthew dans mes bras, j'ai caressé sa tête, mais à l'intérieur, j'avais l'impression de brûler. Ta maman était fatiguée, mon chéri. Ne sois pas triste, ai-je dit, mais ma voix tremblait. Matthew a caché son visage dans mon épaule et a chuchoté « Mamie, je veux la maman d'hier. » Moi, notre message. Je l'ai serré plus fort, les larmes sur le point de couler. Les mots de mon petit-fils étaient comme un couteau, gravant mes soupçons encore plus profondément. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je suis restée allongée dans mon lit, les yeux grands ouverts, fixant le plafond. Les images se répétaient sans cesse dans ma tête. Araceli en robe à fleurs entrant dans la ruelle. Araceli en chemisier blanc debout dans la cuisine. Et la voix d'Ivan. Elle est sur mon vol. J'ai sorti le carnet du tiroir et j'ai écrit une phrase. Je n'osais même pas me croire moi-même. Peut-être qu'elles ne sont pas la même personne. Cette phrase ressemblait à une malédiction et me faisait trembler. Le lendemain matin, j'ai décidé de retourner dans cette ruelle. Je ne pouvais plus supporter le doute. J'ai pris la photo de famille qui est accrochée dans le salon, celle où Araceli sourit radieusement, à côté de Steven et Matthew. Je l'ai tenue fermement et j'ai quitté la maison, déterminée mais terrifiée. La ruelle était la même qu'hier, silencieuse et sombre. Je me suis arrêtée à côté d'un stand de maïs où une femme d'âge moyen éventait le charbon de bois. Je lui ai montré la photo et j'ai demandé « Excusez-moi, avez-vous vu cette jeune femme par ici ?» La femme l'a regardée de près puis a pointé du doigt. « Oh, oui, bien sûr. Elle vient souvent de la maison au numéro 14, celle-là là-bas. » Je l'ai remerciée, le cœur battant dans ma gorge, et j'ai marché droit vers cette maison. La maison au numéro 14 est apparue devant moi, avec des murs tachés, une porte en bois écaillée et un pot avec une marguerite fanée sur le rebord de la fenêtre. Je suis restée là, les mains tremblantes, sentant que le monde entier retenait son souffle avec moi. J'ai frappé à la porte et chaque coup sonnait comme un coup de marteau sur ma poitrine. La porte s'est ouverte et je suis restée sans voix. Devant moi se tenait une femme identique à Araceli, de son visage à son corps en passant par ses longs cheveux noirs. La seule différence était son regard effrayé et ses mains qui tremblaient en tenant un chiffon. J'ai bafouillé, la voix brisée. Araceli. La jeune femme a sursauté, a serré le chiffon fermement et a essayé de claquer la porte. Mais juste à ce moment-là, une autre voix s'est fait entendre de l'intérieur. Une voix douce mais ferme. « Isidora, ne te cache plus. Tu sais que c'est mal. Toi aussi. » J'ai levé les yeux et j'ai vu une jeune femme sortir d'un coin de la pièce, se tenant juste derrière la femme qui ressemblait à Araceli. Elle était elle est mince, les cheveux en chignon, et avait un regard intelligent mais gentil. Elle m'a regardée et a souri légèrement. Je m'appelle Lucy Miller, la colocataire d'Isidora, Madame Brooks. S'il vous plaît, entrez. Il est temps que vous sachiez la vérité. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'empêcher mes jambes de trembler. Et je suis entrée dans cette petite maison aux toits de tôle. Les murs étaient tachés.
Le sol en béton était fissuré et une faible odeur de désinfectant flottait dans l'air. Dans un coin, un vieil homme toussait faiblement, allongé sur un vieux lit de camp, couvert d'une couverture effilochée. J'ai senti l'espace m'écraser, mais j'ai quand même marché et je me suis assise sur la chaise en bois que Lucy m'a indiquée. La femme identique à Araceli a baissé le visage et sa voix était à peine un murmure. « Je suis désolée. Je ne suis pas Araceli. Je m'appelle Isidora. » Je l'ai regardée, l'esprit en tourbillon, incapable de dire quoi que ce soit. Isidora. Le nom était étrange, mais le visage était trop familier. J'ai joint mes mains, essayant de garder ma voix ferme. « Expliquez-moi pourquoi vous ressemblez tant à ma belle-fille et pourquoi vous vous présentez chez moi. » Isidora a levé les yeux, plein de culpabilité, mais n'a pas répondu immédiatement. Au lieu de cela, Lucy s'est assise à côté d'elle, a versé un verre d'eau d'une vieille carafe en plastique et a commencé à parler. « Isidora est très pauvre, Madame Brooks, » a dit Loche d'une voix calme et claire. Ses parents adoptifs sont très malades, surtout le monsieur allongé là-bas. Il y a quelques années, Isidora a rencontré Araceli par hasard sur un marché. Elles se ressemblaient comme deux gouttes d'eau et Araceli en a profité. Elle a proposé à Isidora de se faire passer pour elle, de la remplacer quelques heures chaque fois qu'elle en avait besoin. Isidora ne voulait pas, mais Araceli la payait très bien et sa famille avait besoin de l'argent pour les médicaments. J'ai regardé Isidora et j'ai vu que sa tête était baissée, agrippant le chiffon si fort que ses jointures sont devenues blanches. « La remplacer pourquoi ?» ai-je insisté, la voix pleine d'incrédulité. Pourquoi Araceli aurait-elle besoin de quelqu'un pour se faire passer pour elle? Isidora qui a levé les yeux, la voix tremblante. « Je ne sais pas tout, madame. » Elle me disait juste « Tu restes juste à la maison quelques heures. Tu fais quelques trucs comme aller au marché, t'occuper du garçon. » Et puis elle me donnait de l'argent, beaucoup d'argent, assez pour acheter les médicaments de mes parents. Je n'osais pas en demander plus. Elle a baissé la tête et des larmes ont commencé à couler sur ses joues. Je l'ai regardée, la poitrine serrée. Chaque détail étrange des derniers mois prenait soudainement tout son sens. Le changement de main pour écrire, la personnalité parfois douce et parfois aigre, la voix parfois douce et parfois froide. Tout s'emboîtait maintenant, comme les dernières pièces d'un puzzle que j'avais refusé de voir. Lucy a continué avec un regard plus perçant. Je ne sais pas si ça aide, mais une fois j'ai vu Araceli avec un homme très élégant. Son nom est Charles Thompson. J'ai entendu le nom quand il parlait dans un café. Il s'appelait Chéri, très affectueusement. À ce moment-là, Isidora attendait dehors dans la voiture, ne comprenant rien. Le nom de Charles Thompson a été comme un couteau dans mon cœur. Je me suis souvenu des mots d'Yvonne. Elle est assise en première classe à côté d'un homme riche. La petite piste semblait tourner autour de moi. J'ai essayé de rester calme, mais mes mains tremblaient tellement que j'ai renversé le verre d'eau. Lucy s'est précipitée pour nettoyer, mais j'ai juste secoué la tête. Ma voix était étranglée. Elle, Araceli, trompe ma famille.
Isidora s'est effondrée, la voix étranglée par les sanglots. « Je suis tellement désolée, madame. Je ne voulais blesser personne. Je voulais juste sauver mes parents. » J'ai regardé cette jeune femme au visage identique à celui d'Araceli, mais avec un regard plein de douleur et de regret. Je voulais me mettre en colère. Je voulais crier. Mais en voyant Isidora, je n'ai ressenti que de la pitié. Elle n'était pas le cerveau de l'opération. Elle n'était qu'une pièce dans le jeu d'Araceli. Tout s'effondrait sous mes yeux. Je me suis levée, essayant de rendre ma voix ferme. « Isidora, sais-tu où est sa Néot Araceli? Sais-tu ce qu'elle fait quand elle te demande de te faire passer pour elle ?» Isidora Beau a secoué la tête, toujours en pleurant. « Je ne sais pas, madame. Elle me disait juste de faire ce qu'elle demandait et qu'elle me paierait. Je n'osais pas en demander plus. » Lucy a posé une main sur son épaule pour la réconforter, puis s'est adressée à moi. « Madame Brooks, je sais que c'est très douloureux pour vous, mais Isidora est aussi une victime. Elle n'avait pas d'autre choix. » J'ai regardé autour de la modeste maison, entendant la voix faible de l'homme sur le lit de camp. J'ai compris le désespoir d'Isidora, mais cela n'effaçait pas le sentiment de trahison que je ressentais. J'ai serré les poings, essayant de retenir mes larmes. Je ne te blâme pas, Isidora, mais j'ai besoin de connaître la vérité. J'ai besoin de protéger mon fils et mon petit-fils. Je me suis levée, sentant que le monde s'effondrait sur moi. Merci, Lucy, de m'avoir dit la vérité. Je reviendrai. J'ai quitté la maison et le soleil éclatant dehors m'a aveuglée. Mais mon cœur était froid. Le lendemain matin, je suis retournée dans cette petite ruelle où les murs tachés et la porte en bois écaillée étaient devenus une obsession dans mon esprit. Le soleil était toujours chaud, mais je sentais une froideur à l'intérieur, comme si je portais un vent froid de doute non résolu. J'ai frappé à la porte du numéro 14, agrippant la photo de famille comme si c'était une amulette qui me donnerait le courage d'affronter la vérité. Cette fois, Isidora ne semblait pas si effrayée. Elle a ouvert la porte avec un regard encore timide, mais plus calme, et m'a invitée à entrer. « Madame Brooks, je vous attendais. Entrez, s'il vous plaît. » La maison était toujours petite, avec cette odeur de désinfectant et la toux faible de l'homme sur le lit de camp. Je me suis assise sur la vieille chaise en bois et j'ai regardé Isidora. Elle portait un chemisier simple, les cheveux en chignon lâche. Elle avait l'air fatiguée, mais plus effrayée. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai dit à voix basse: « Isidora, je veux rencontrer ta mère adoptive. J'ai besoin de mieux comprendre tout ça. » Isidora a hoché la tête et m'a conduite dans un coin de la pièce où une femme très mince aux cheveux complètement blancs était allongée dans son lit, ses yeux troubles fixant le plafond. C'était Madame Jones, la mère adoptive d'Isidora. J'ai pris sa main frêle et je me suis présentée. Je suis Stella Brooks, la mère de Steven, le mari d'Araceli. Madame Jones m'a regardée, respirant avec difficulté, et a dit d'une voix faible: « Isidora n'est pas mon sang. C'est une enfant que j'ai adoptée quand elle était nouveau-née. » Ces mots ont été comme un coup de marteau sur ma tête. Je me suis figée, le cœur battant plus vite.
mais j'ai essayé de rendre ma voix calme. S'il vous plaît, dites-moi comment tout cela s'est passé. La dame a toussé, puis a lentement commencé à me raconter une histoire à laquelle je n'étais pas préparée. Il y a de nombreuses années, j'étais infirmière dans un hôpital d'une petite ville. A-t-elle commencé, la voix tremblante. Une famille très pauvre a eu des jumelles. Ils étaient si pauvres qu'ils ne pouvaient pas garder les deux. La mère pleurait. Elle a dit qu'elle ne pouvait en garder qu'une. L'autre, ils allaient l'abandonner. Mon cœur s'est brisé. Je ne pouvais pas les laisser abandonner ce bébé. Alors, je l'ai adopté. C'est Isidora. Mythique Jopmo. Elle s'est arrêtée pour une longue toux, puis a regardé Isidora avec un amour immense. Je l'ai élevée comme si elle était la mienne, mais je sais qu'elle a toujours voulu retrouver ses vrais parents. Je n'ai rien à lui donner que mon amour et cette maison. Je suis restée assise là, agrippant le bord de la chaise, la tête qui tournait. Savez-vous qui sont les parents biologiques d'Isidora? Ai-je demandé, la voix tremblante. Madame Jones a secoué la tête. Je sais seulement que c'était une famille pauvre d'une ville voisine. Je n'ai pas beaucoup demandé. Je voulais juste sauver l'enfant. J'ai regardé Isidora et je l'ai vu le visage baissé, des larmes coulant. Madame Brooks, je ne sais rien de mes parents biologiques. A-t-elle dit, la voix étranglée. Mais quand j'ai rencontré Araceli, j'ai pensé qu'elle savait peut-être quelque chose. Elle me ressemble tellement. Mais elle ne m'a jamais rien dit à ce sujet. J'ai manqué d'air. J'ai demandé à Madame Jones de me laisser voir ses vieux papiers, espérant trouver un indice. Elle a montré une vieille commode en bois. Isidora a sorti une enveloppe en papier jauni et me l'a donnée. À l'intérieur, il y avait une copie de quelques papiers d'hôpital avec la date de naissance d'Isidora. Je les ai lus rapidement et j'ai senti mon cœur s'arrêter. La date de naissance d'Isidora était exactement la même que celle d'Araceli, celle que j'avais vue sur ses papiers quand elle a épousé Steven. J'ai agrippé les documents avec des mains tremblantes et j'ai regardé Isidora. Vous et Araceli pourriez être des sœurs jumelles, ai-je dit, la voix perdue. Isidora s'est effondrée en pleurant, se couvrant le visage. Alors, Araceli était ma sœur. Pourquoi ne m'a-t-elle rien dit? Pourquoi m'a-t-elle fait faire tout ça? Je l'ai regardée, le cœur brisé. Je me suis souvenu des jours où Araceli venait chez moi, radieuse et confiante. Comme si elle était née pour être la femme et la mère parfaite. Je l'avais aimée. J'avais cru qu'elle donnerait le bonheur à Steven. Mais maintenant, je savais qu'elle avait non seulement trompé ma famille, mais qu'elle avait aussi profité de sa propre sœur, l'utilisant comme un double pour cacher des secrets que je n'osais même pas imaginer. Je me suis levée, j'ai posé ma main sur l'épaule d'Isidora, et ma voix, bien que ferme, ne pouvait cacher la douleur. Isidora, à partir d'aujourd'hui, je ne laisserai plus personne profiter de toi. Je vais aider tes parents avec leur maladie, mais en retour, tu dois coopérer avec moi. J'ai besoin de mettre cette vérité en lumière pour Steven, pour Matthew. Isidora a hoché la tête, toujours en pleurant. Je vous aiderai. Je ne veux plus vivre dans ce mensonge.
Je les regardais et j'ai vu de la sincérité dans ses yeux. Et pour la première fois, j'ai ressenti une lueur d'espoir au milieu de la tempête. J'ai quitté la maison et j'ai marché dans la ruelle, l'âme en ébullition. Je suis passée par le marché animé où les gens faisaient leurs courses et riaient. Mais dans mon esprit, les mots de Madame Jones résonnaient comme des cloches. 2 jumelles, une abandonnée, l'autre élevée. Et maintenant, leur destin s'était croisé dans ma propre famille. Je suis rentrée à la maison, l'âme en désordre, comme un chant après une tempête. La vérité sur Araceli et Isidora, le secret des jumelles, était un rocher qui m'écrasait la poitrine. J'étais à un carrefour pour lequel je n'étais pas préparée. Affronter ma belle-fille, la femme qui nous avait tous trompés, et révéler la vérité à Steven et Matthew. Ce soir-là, j'ai appelé Yvonne. Ma voix était ferme, bien que mon cœur tremblât. « Yvonne, tu dois rentrer à la maison demain soir. Il y a des choses que j'ai besoin que tu clarifies. » Yvonne a été surpris. Je pouvais entendre l'inquiétude dans sa voix. « Maman, est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave ?» J'ai dit sans détour. « Viens, mon chéri, j'ai besoin de toi. Et si tu peux, apporte le passeport électronique d'Araceli. » Il n'a pas posé plus de questions. Il a juste dit « Oui, maman, je serai là. » J'ai raccroché et je me suis assise, sentant que le monde entier s'effondrait sur moi. Je savais que demain soir serait une soirée que personne dans cette famille n'oublierait jamais. Le lendemain, je me suis levée tôt et j'ai préparé un grand dîner de famille. J'ai mis une nappe blanche sur la table à allumer des bougies. J'ai cuisiné le chili que Steven aime tant et le poisson rôti que Matthew demande toujours. Je voulais que ce dîner soit spécial, non pas pour célébrer, mais pour marquer un avant et un après. J'étais dans la cuisine à hacher des légumes, mais mon esprit était ailleurs, entre cette ruelle sombre et les mots d'Isidora. Je me suis dit que je devais être forte pour Steven, pour Matthew. Mais chaque coup de couteau ressemblait à une coupure dans mon propre cœur. Steven est rentré à la maison alors qu'il commençait à faire nuit, fatigué du travail. En voyant la table mise, il a été surpris. « Qu'est-ce qu'on fait ?»« Pourquoi as-tu fait autant de nourriture, maman ?» J'ai souri, essayant de paraître calme. Je voulais juste qu'on passe un bon dîner tous ensemble. Assieds-toi, mon chéri. Araceli est entrée avec sa robe bleu clair, un sourire doux, mais un peu de nervosité dans les yeux. Matthew a couru pour serrer mes jambes. « Mamie, le poisson sent si bon. » J'ai caressé sa tête, une boule dans la gorge. Je savais qu'après cette nuit, le sourire innocent de Matthew ne serait peut-être plus jamais aussi insouciant. Nous nous sommes assis à table et au début, l'atmosphère était animée. Steven parlait du travail. Matthew parlait avec enthousiasme du dessin qu'il avait fait à l'école. Araceli hochait la tête, commentant de temps en temps. Mais j'ai remarqué que sa main tremblait un peu en tenant sa cuillère. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai fait signe à Yvonne, qui attendait dehors. Il est entré et juste derrière lui se trouvait Isidora dans une robe simple, son visage identique à celui d'Araceli, mais avec un regard plein d'angoisse. Tout le monde à table s'est tu. Matthew regardait,
confus d'Araceli à Isidora et a demandé innocemment « Pourquoi y a-t-il deux mamans ?» Steven est devenu pâle, a laissé tomber sa cuillère et Araceli s'est levée d'un bond en criant « Qu'est-ce que c'est que ça, maman ?» Je me suis levée, agrippant le bord de la table pour ne pas trembler. « Assieds-toi, Araceli !» ai-je dit d'une voix lente mais ferme. « J'ai besoin que nous clarifions tout. » J'ai commencé à raconter l'histoire, et chaque mot me déchirait de l'intérieur. L'appel d'Yvan de l'aéroport quand il l'a vue, sur un vol pour la France. Même si elle était encore à la maison, la fois où elle a changé de main pour écrire. Sa personnalité, parfois douce et parfois aigre. Et enfin, ma visite dans la ruelle où j'ai rencontré Isidora et découvert le secret des jumelles. Toi et Isidora êtes des sœurs jumelles, ai-je dit, la regardant droit dans les yeux. Tu as profité de ta sœur pour cacher la vérité. Dis-nous quelle est la vérité. Araceli tremblait, le visage aussi blanc que du papier. Elle a crié, essayant de se défendre. Elle invente tout ça pour m'humilier. Comment osez-vous? Mais Yvonne s'est approché et a posé une pile de papier sur la table avec un bruit sourd. Ceci est une copie de ton passeport électronique avec le tampon d'entrée et de sortie de France, a-t-il dit d'une voix dure. Tu ne peux pas être à la maison et prendre l'avion pour la France en même temps. Araceli a regardé les papiers, les lèvres serrées, incapable de dire quoi que ce soit. Matthew, assis à côté d'elle, a soudainement ajouté d'une voix innocente mais peinée. « C'est vrai, mamie. Certains jours, ma maman est un ange, et d'autres jours, elle est vraiment méchante. Je n'aime pas la maman méchante. » Mais oh, maman. Les mots de mon petit-fils ont été comme un coup de poignard, et j'ai dû me retenir de pleurer. L'air dans la pièce était si lourd qu'il était difficile de respirer. J'ai hoché la tête et j'ai fait signe à Lucy, qui venait d'entrer par la porte de derrière. Elle s'est tenue là avec son regard perçant et a dit à tout le monde « J'ai vu Araceli avec Charles Thompson. Il s'appelait Chérie. Et c'est elle qui a engagé Isidora pour se faire passer pour elle et tromper la famille. » Maman. Steven s'est tourné vers sa femme, la voix étranglée. « C'est vrai, Araceli? Dis-moi, c'est vrai. » Araceli s'est mordu la lèvre en silence pendant un long moment, puis a soudainement crié, la voix pleine de fureur. « Oui, c'est vrai. J'ai un amant. J'en ai marre de cette vie de pauvre. J'en ai marre d'être la belle-fille dans cette maison. Charles me donne une vie 100 fois meilleure. Et toi, Steven, tu n'es bon à rien. » Ces mots ont été comme une bombe qui a explosé dans la pièce. Steven s'est figé, serrant les poings si fort qu'ils sont devenus blancs. Matthew s'est effondré en pleurant et a couru pour me serrer dans ses bras, la voix tremblante. « Mamie, qu'est-ce que ma maman a dit ?» Je l'ai serré fort et des larmes ont coulé sur mes joues. J'ai regardé Araceli avec le cœur brisé. Elle était là, avec un regard froid, sans la moindre once de remords. Steven s'est levé, la voix tremblante. « Araceli, tu penses vraiment ça ?» Elle s'est retournée et est partie sans répondre. Isidora, qui était restée silencieuse sur le côté,
a soudainement parlé d'une voix basse mais claire. « Sœur, tu n'avais pas à les blesser comme ça. Je voulais juste t'aider, mais je ne savais pas que tu irais aussi loin. » Araceli l'a fusillée du regard, mais n'a rien dit. Elle s'est juste retournée et est partie. La porte a claqué, laissant la pièce dans un silence douloureux. Après cette nuit de confrontation, l'air dans ma maison semblait avoir été vidé de sa vie. Le salon qui était autrefois rempli des rires de Matthew et des conversations de Steven était maintenant dans un silence qui étouffait. J'avais vécu toute ma vie pour ma famille, mais maintenant je me sentais comme quelqu'un qui venait de survivre à un ouragan, debout au milieu des décombres du foyer que j'avais tant soigné. Araceli est partie après avoir crié ces mots amers, laissant Steven avec un regard vide et Matthew avec des larmes innocentes. Je savais que tout avait changé pour toujours. Une semaine plus tard, Steven et Araceli sont allés au tribunal pour le divorce. Je n'y suis pas allée, mais Steven m'en a parlé après, la voix sèche, comme s'il avait perdu son âme. Maman, elle ne m'a pas regardé, ni Matthew. Elle a signé les papiers et est partie avec cet homme, comme si nous n'avions jamais existé. Je me suis assise à côté de lui prenant la main, essayant de ne pas pleurer. Araceli n'a pas demandé la garde de Matthew, comme si le garçon n'avait été qu'une partie d'une pièce de théâtre dont elle s'était lassée. Mon cœur me faisait mal, non seulement pour Steven mais pour Matthew, un garçon de 7 ans qui ne méritait pas d'être abandonné comme ça. « Ne t'inquiète pas, mon chéri, » ai-je dit, la voix tremblante. « Je serai toujours là, et Matthew ne manquera jamais d'amour. » Mais à l'intérieur, je savais que cette blessure mettrait beaucoup de temps à guérir. Steven s'est effondré. Il est devenu silencieux, parlait peu. Il s'est juste enterré dans son travail ou s'asseyait en regardant Matthew jouer dans la cour. Je regardais mon fils et je voyais dans ses yeux la même tristesse que mon mari Raphaël avait dans ses derniers jours quand il savait qu'il ne pouvait plus rester avec nous. Je voulais le serrer dans mes bras, lui dire que tout irait bien, mais je ne savais pas par où commencer. Heureusement, Isidora est apparue, silencieuse comme une petite lumière dans l'obscurité. Elle venait à la maison tous les jours. Elle apportait des récipients de nourriture chaude, s'asseyait pour jouer avec Matthew et essuyait ses larmes quand il demandait « Tati, où est vraiment partie ma maman ?» Je regardais Isidora. Je voyais ce visage identique à celui d'Araceli, mais avec un cœur complètement différent. Elle était douce, patiente, et trouvait toujours un moyen de faire rire Matthew. Un après-midi, j'ai vu Matthew courir pour serrer Isidora dans ses bras, avec sa petite voix joyeuse. « Maman Isidora, apprends-moi à dessiner un petit oiseau. » J'ai été surprise, le cœur serré. Le garçon l'appelait maman avec un sourire insouciant que je n'avais pas vu depuis longtemps. Isidora a ri et a caressé sa tête. « Bien sûr, mon amour, mais tu dois le dessiner très joliment pour que je puisse le voir. » Je suis restée là, des larmes coulant sur mes joues. Les mots innocents de Matthew étaient comme un médicament qui apaisait ma douleur. Je savais qu'Isidora n'avait pas seulement remplacé Araceli pendant ses jours de tromperie, mais qu'elle devenait une partie de notre famille avec son propre cœur sincère. Un soir, alors que je nettoyais la cuisine, Steven m'a appelé dans le salon.
Il était là, tenant une petite bague avec des mains tremblantes. Son regard était un mélange de nervosité et de détermination. Isidora était à ses côtés, le visage rouge et les yeux brillants. Steven s'est agenouillé et sa voix s'est brisée. « Isidora, je ne veux plus perdre de temps. Tu as ramené la lumière à moi et à Matthew. Accepterais-tu d'être ma femme et la maman de Matthew ?» Isidora s'est effondrée en pleurant, me regardant comme si elle cherchait mon approbation. Je me suis approchée, j'ai pris sa main et j'ai hoché la tête doucement. « Tu le mérites, ma chérie. Tu fais partie de cette famille depuis longtemps. » Elle m'a serrée dans ses bras. Ses larmes ont trempé mon épaule et j'ai su que c'était le moment où ma famille commençait à guérir. Le mariage de Steven et Isidora a eu lieu peu de temps après. Quelque chose de petit mais plein d'amour. J'étais dans la cour, regardant les roses rouges attachées à la clôture, écoutant les rires de Matthew alors qu'il portait son petit costume, étant le petit témoin de son père. Yvonne s'est revenue d'un voyage de travail et s'est tenue à côté de son frère, avec un sourire aussi radieux que le jour où il a enfilé pour la première fois son uniforme de pilote. Je me suis assise au premier rang, des larmes coulant sur mes joues. Ce n'étaient pas des larmes de perte, mais de bonheur. J'ai regardé Isidora dans sa simple robe de mariée, tenant la main de Steven. Et j'ai su que ma famille avait trouvé un cœur sincère, après avoir perdu une fraude. La vie après cela était revenue à la normale. Isidora a maintenu sa vie simple, s'occupant de Steven et Matthew avec tout son amour. Elle cuisinait des repas chauds, chantait pour endormir Matthew avec le même « Cielito lindo » que je chantais à mes fils. Chaque soir, elle s'asseyait à côté de Steven, l'écoutant parler de ses plans et de ses projets avec un regard plein de fierté. Matthew ne demandait plus après son autre maman. Il se blottissait simplement contre Isidora, l'appelant maman avec un sourire radieux. Je regardais ma famille et je voyais comment les blessures se refermaient lentement. Un soir tard, je me suis assise sur le porche. Le vent soufflait doucement dans le jardin. On pouvait entendre les rires de Matthew de l'intérieur, mêlés à la voix douce d'Isidora. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu Steven concentré sur son travail, tandis qu'Isidora lui préparait une tasse de thé, la posant à côté de lui et lui donnant un doux baiser sur le front. J'ai souri, sentant mon cœur enfin en paix. J'ai pensé au long chemin que j'avais parcouru, des premiers doutes, de l'appel d'Yvan à cette ruelle sombre où j'ai découvert la vérité. La vérité avait été cruelle, mais comme mon mari Raphaël avait l'habitude de dire, « La vérité te libérera, Stella. » Mais Nadita. Et c'est cassé ce qui s'est passé. La vérité nous a libérés. Elle nous a apporté Isidora et nous a donné un nouveau départ, beaucoup plus lumineux et plus heureux. Plus heureux. L'histoire que vous venez d'entendre a été modifiée dans les noms et les lieux pour protéger l'identité des personnes impliquées. Nous ne racontons pas cela pour juger, mais dans l'espoir que quelqu'un écoutera et s'arrêtera pour réfléchir au nombre de mères qui souffrent en silence dans leur propre foyer. Je me demande vraiment si vous étiez à ma place. Que feriez-vous? Choisiriez-vous de vous taire pour maintenir la paix
Ou oseriez-vous tout affronter pour retrouver votre voie? Je veux connaître votre opinion, car chaque histoire est comme une bougie qui peut éclairer le chemin de quelqu'un d'autre. Dieu bénit toujours, et je suis convaincue que le courage nous mène à des jours meilleurs. En attendant, sur l'écran final, je vous laisse avec 2 des histoires les plus appréciées de la chaîne. Je suis sûre qu'elles vous surprendront. Merci d'être resté avec moi jusqu'à ce moment.